On est face à une tension qui a très largement dépassé le cadre d'une simple affaire de supporters de foot. Ah oui, clairement. On a vraiment l'impression d'assister en direct à l'éclosion d'une crise diplomatique entre deux géants de la région, le Maroc et l'Algérie. Tout à fait. Et la question, elle vient tout de suite. Est-ce qu'on est dans une démonstration de force, disons, légitime, pour protéger des citoyens, ou alors dans une instrumentalisation politique d'un incident qui, au fond, reste assez mineur? C'est ça. Parce que, il faut le dire, la réaction algérienne, elle paraît à première vue presque théâtrale. Théâtrale, je dirais même doctrinale. Et là, ça change tout. Du point de vue d'Alger, ce n'est pas une réaction à chaud, purement émotionnelle. Non. C'est plus réfléchi que ça. C'est l'application froide, méthodique d'une doctrine d'État. Le concept qu'on a entendu en boucle sur les canaux officiels, c'est que la dignité du citoyen algérien est une ligne rouge. Une ligne rouge. Infranchissable et non négociable. Ce n'est pas juste une formule choc, c'est présenté comme un véritable pilier de leur politique étrangère. Une ligne rouge pour des chants de supporters ou des posts sur les réseaux sociaux. Le saut conceptuel est énorme quand même. Il est énorme, mais c'est parce que la doctrine est justement conçue pour s'activer sur ce type d'incident qui est perçu comme un test. D'accord. La réponse a été immédiate et sur plusieurs niveaux. D'abord sur le terrain, le consulat algérien a reçu l'ordre très clair d'obtenir la libération des supporters et d'organiser leur retour, sans condition. Ça, c'est l'action visible. C'est l'action visible, celle qui rassure l'opinion. Mais derrière, en coulisses, tous les leviers diplomatiques ont été actionnés. L'idée, c'est de s'inscrire dans ce qu'ils appellent l'engagement historique de l'État algérien. On fait référence à l'héritage révolutionnaire, là. Exactement. C'est un renvoi direct à cet héritage. La protection d'un seul ressortissant, c'est vu comme une extension de la souveraineté nationale. En gros, toucher à un citoyen, c'est toucher au drapeau. C'est une posture d'une assurance remarquable, c'est vrai. Mais en géopolitique, la confiance, ça doit reposer sur du concret. Bien sûr. Est-ce que ce ne sont que des mots, une posture pour la galerie, ou est-ce qu'il y a une puissance réelle derrière pour soutenir une telle fermeté? C'est là que ça devient central. Cette confiance, elle ne sort pas de nulle part, du moins dans leur perception. Elle repose sur 3 piliers qu'Alger considère comme très solides. D'accord, lesquels? Le premier, c'est le plus évident, la puissance militaire. L'armée nationale populaire, héritière de l'armée de libération nationale, c'est une des armées les plus importantes d'Afrique et du monde arabe. Oui, ça c'est un fait. Et dans cette doctrine, son rôle n'est pas juste de garder les frontières, c'est de projeter une garantie des sécurités pour le citoyen, où qu'il soit. C'est un bouclier symbolique autant que réel. La puissance militaire est un argument de poids, c'est indéniable. Mais une armée seule, ça reste un instrument un peu brutal dans le jeu diplomatique actuel. Sur quoi notre ça repose? Alors, le deuxième pilier, c'est le poids géoéconomique. On oublie parfois les échelles. L'Algérie, c'est plus de 2,3 millions de kilomètres carrés. C'est un géant. Un géant continental, oui. Avec une façade stratégique sur la Méditerranée, et ce poids géographique, il est renforcé par une économie qui, a ses défis, mais qui bénéficie d'énormes revenus des hydrocarbures. Des exportations records de ces dernières années. Voilà, et cette manne financière, plus une volonté affichée d'industrialisation, ça donne au pays ce que ses dirigeants appellent une indépendance décisionnelle. La capacité de dire non, en somme. Exactement. La capacité de dire non sans craindre des représailles économiques immédiates. D'accord. Donc on a le militaire, l'économique. J'imagine que le troisième pilier, c'est la diplomatie. C'est ça, mais une diplomatie qui a changé de visage. On la qualifie maintenant d'offensive et souveraine. Le message envoyé à tout le monde, et surtout aux rivaux, c'est que l'ère de la diplomatie silencieuse est terminée. C'est une rupture donc. C'est une rupture affichée. Le principe de réciprocité, c'est devenu la règle d'or. Fini le temps où, selon Alger, on pouvait politiser des affaires juridiques mineures sans s'attendre à une réponse du même ordre. D'accord, la démonstration de puissance est claire. Mais revenons aux faits, si vous voulez bien. On va jouer un peu l'avocat du diable. Allons-y. Ces supporters, au fond, est-ce qu'ils n'ont pas tout simplement enfreint la loi du pays où ils étaient? Transformer des blagues sur les réseaux, même de mauvais goût en affaires d'État, n'est-ce pas une ficelle un peu grosse pour aidiser un ennemi et détourner l'attention? C'est une lecture parfaitement plausible. Et c'est sans doute celle qu'on préfère dans certaines chancelleries. Mais pas à Alger. À Alger, on est aux antipodes. On ne parle pas de simple application de la loi. On dénonce un ciblage systématique. Et l'accusation est extrêmement grave. C'est-à-dire?
On affirme que des incidents décrits comme spontanés et insignifiants ont été artificiellement gonflés pour en faire des crimes majeurs, voire des affaires de sécurité d'État. On parle de jeunes qui sont allés voir un match et qui se retrouvent pris dans un engrenage judiciaire qu'ils jugent fou. Et cette dénonciation, elle s'appuie sur une accusation centrale, celle du deux poids deux mesures. C'est le cœur de l'argumentaire. La thèse algérienne, c'est de dire que la justice marocaine serait d'une sévérité extrême avec des Algériens pour des faits mineurs, alors qu'elle serait beaucoup plus clémente avec d'autres nationalités, notamment occidentales. Pour des faits plus graves. Pour des faits bien plus graves. L'analyse qu'on a pu consulter va jusqu'à évoquer, sans donner de nom, de célèbres affaires d'exploitation de mineurs où les coupables n'auraient pas eu de sanctions jugées dissuasives. C'est une accusation de partialité de la justice qui est très, très lourde. Et la conclusion est simple. La justice serait instrumentalisée à des fins politiques. Mais nous avons aussi consulté des sources proches de Rabat, et sans surprise, la version est radicalement différente. Évidemment. Là, on parle de hooliganisme, de dégradation et de l'application stricte et impartiale de la loi. Quelle est la justification légale officielle du côté marocain? Du point de vue de Rabat, l'affaire est simple et pas du tout politique. Leur position, c'est que le système judiciaire est indépendant et qu'il traite les faits, pas les nationalités. Les chefs d'accusation, c'est probablement trouble à l'ordre public, dégradation de biens, peut-être outrage à des symboles nationaux. Ce qui est une infraction dans beaucoup de pays. Absolument. Les autorités marocaines rejettent donc en bloc toute politisation et en fait, elles retournent l'argument. C'est l'Algérie qui politise une affaire de droit commun pour nourrir les tensions. On se retrouve donc avec deux récits parfaitement irréconciliables. D'un côté, des citoyens innocents pris au piège, de l'autre, des délinquants traités selon la loi. On n'est plus du tout dans une affaire de supporters, là, n'est-ce pas? Plus du tout. C'est une bataille par procuration qui se joue dans un prétoire. C'est ça. Cet incident, aussi mineur soit-il au départ, il devient le symptôme de la rivalité profonde entre les deux pays. Chaque camp l'utilise pour renforcer son propre narratif. Pour l'Algérie, c'est la preuve de l'hostilité du voisin. Et de la nécessité d'être ferme. Et pour le Maroc, c'est la preuve de l'attitude agressive de l'Algérie. La vérité des faits est devenue presque secondaire. Ce qui compte, c'est la guerre de l'information. Et face à cette pression, quelle est la dynamique interne en Algérie? Est-ce que le gouvernement est en phase avec la population ou est-ce qu'il subit une pression populaire? C'est un point absolument central. Et il est présenté comme une arme stratégique. Ah oui. L'analyse officielle algérienne met en avant une symbiose totale entre le peuple, la direction politique et l'armée. Il n'y aurait aucune fissure. Une symbiose totale. C'est le terme. Et les nombreux appels à la fermeté sur les réseaux sociaux algériens ne sont pas vus comme une pression. Au contraire, c'est la preuve d'une conscience élevée et d'une solidarité nationale exceptionnelle. En quelque sorte, c'est le peuple qui validerait la ligne dure de l'État. Cette idée de symbiose totale, c'est une image très puissante, mais est-elle totalement réaliste? D'autres analyses, celles d'observateurs internationaux, parlent souvent de frustration sociale en Algérie. Vous mettez le doigt sur le paradoxe de la communication stratégique. Du point de vue de la politique étrangère, la réalité de cette unité importe moins que sa projection. Je vois. L'image projetée. Exactement. Le but, c'est de projeter l'image d'un front intérieur, uni, inébranlable. C'est un message envoyé à l'adversaire. N'essayez pas de jouer sur nos divisions, il n'y en a pas. Toute pression ne fera que nous renforcer. C'est une posture de dissuasion classique. Tout à fait. Que l'unité soit parfaite ou non n'est pas la question. L'important est qu'elle soit perçue comme telle. Un front uni, donc, qui rendrait le pays invulnérable à la rupture. C'est l'image projetée, oui. Le postulat est martelé, une atteinte à un seul Algérien est vécue comme une agression contre 45 millions d'Algériens. Et ça porte ses fruits. Selon certaines sources, oui. Ce mur diplomatique et juridique commencerait à fonctionner. On évoque un système judiciaire adverse qui, après une phase très dure, se heurterait maintenant à une défense algérienne très solide. Ce qui pourrait mener à un apaisement forcé. C'est l'idée, que la fermeté finit par payer. On assiste donc à un paradoxe fascinant. Un événement sportif, qui devrait être un moment de rencontre, devient le théâtre d'une confrontation géopolitique. Majeur. C'est exactement ça. C'est le signe que derrière le sport, derrière la justice, se cachent des logiques de puissance, des rivalités historiques si profondes qu'elles n'attendent qu'un prétexte, même le plus futile, pour refaire surface. Absolument.
Et la leçon que le camp algérien en tire, pour reprendre les mots d'une de leurs analyses, c'est que la force n'est pas seulement de marquer des buts, mais de préserver les principes et de protéger les enfants de la patrie. C'est une conclusion qui sonne comme une maxime d'État. C'est une maxime d'État. Mais elle ouvre sur une question finale, une question qui reste en suspens et qui, je crois, nous force à prendre de la hauteur. Et quelle est cette question ? Dans ce jeu diplomatique complexe où chaque camp se présente comme la victime, la véritable interrogation n'est plus de savoir où s'arrête la protection légitime des citoyens et où commence l'escalade. Non, la question est plus profonde. C'est-à-dire ? Quand l'orgueil national et les contentieux historiques sont à ce point à vif, est-ce qu'un incident peut encore rester mineur ou est-ce que chaque étincelle est désormais condamnée à être attisée jusqu'à devenir un incendie ? C'est sur cette ligne de crête que se joue une partie bien plus grande que le sort de quelques supporters.